Merci d'être resté avec nous. Difficulté à communiquer, troubles du comportement, retard intellectuel. Les parents sont souvent les premiers à se rendre compte que quelque chose ne va pas. Commence alors un véritable parcours du combattant. Établir le diagnostic, rechercher la meilleure prise en charge médicale et éducative ou encore trouver les structures les plus adaptées. Un parcours qui implique une organisation sans faille et encore trop souvent un renoncement à la vie professionnelle. Alors comment accueille-t-on l'idée d'avoir un enfant pas comme les autres? Comment s'organise le suivi médical et éducatif? Qu'est-ce que cela implique dans la vie familiale? Quelles sont les aides matérielles mais aussi psychologiques dont peuvent bénéficier les familles? Pour répondre à toutes ces questions, 3 invités avec nous aujourd'hui. Christelle Prado, qui est la présidente de l'UNAPI, l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis. Bonjour. À vos côtés, le professeur Stéphane Eliès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de pédopsychiatrie à l'Université de Genève, spécialisé dans la question du handicap et auteur de ce livre « J'élève un enfant pas comme les autres ». C'est chez Odile Jacob. Et nous accueillons également Sandrine Dogy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la maman de Camille, qui a aujourd'hui 17 ans, qui souffre d'un handicap dont vous allez nous parler. Mais d'abord, comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que quelque chose n'allait pas? Quasiment à la naissance, puisqu'elle régurgitait par le nez beaucoup. Donc, ça me paraissait pas normal, mais bon, ceci dit, ça a pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu forcément de recherche plus poussée que ça. Et puis, bon, petit à petit, il y avait un petit retard psychomoteur. À l'école, ça c'est un retard en psychomotricité. Et puis après, dans les apprentissages, à l'école primaire, les notions de calcul ont été compliquées. Et pendant tout ce temps, parce qu'on va voir que le diagnostic a été fait aux États-Unis. Oui. Pendant tout ce temps, sur le plan médical, encadrement, que vous faisiez comment? Il y avait un suivi important. D'abord, elle était très souvent malade, donc j'allais très souvent voir le médecin traitant. J'y allais toutes les semaines, tous les 15 jours. Et puis, elle a eu des troubles du sommeil, et donc j'ai consulté en CMP. Donc, elle voyait un pédopsychologue. Voilà. Elle voyait un pédopsychiatre, une infirmière psychiatrique. À 4 ans, on a fait un bilan en psychomotricité. Elle a eu de la psychomotricité. Il y avait une orthophoniste aussi. Donc, il y avait un encadrement important. Mais pas de diagnostic? Non. Pourquoi ce diagnostic se fait aux États-Unis, finalement? En fait, c'est le hasard. On n'avait pas forcément plus d'idées sur la question. Ça se passait pas si mal que ça d'ailleurs. Mais elle s'est fait 4 fractures. Donc la 4e fracture, l'orthopédiste, je lui ai dit « mais vous trouvez ça normal, 4 fractures en 14 mois ?» Il m'a dit « non, on va aller voir un généticien ». Et donc le généticien, quand je lui ai raconté un peu tout le parcours de ma fille, il m'a dit bah, écoutez, je pense à quelque chose, donc on va faire une recherche génétique. Et là, on a vu qu'il y avait un problème une anomalie sur... Voilà, sur un chromosome. Voilà. Avec une maladie rare qui s'appelle le syndrome de la microdélétion 22q11.2. Voilà. Exactement. Qui n'a rien d'héréditaire. Hein, Si. Si, enfin, qui n'est pas hérité dans notre cas, mais qui peut être transmis par ma fille. Enfin, il y a une chance sur 2 de le transmettre. Mais ce n'est pas les parents qui ont transmis. C'est de nouveau, oui. On va prendre quelques questions de nos téléspectateurs. À partir de quel âge peut-on établir le diagnostic d'un retard intellectuel? Bon, je crois que ça va dépendre quand même de la sévérité du retard. Ça peut aller des premiers mois de vie. Au fond, si un enfant, on voit qu'il y a un retard du gazouillis, du développement du langage, donc c'est déjà dans la première année. Et puis, si c'est un retard plus modéré, ça peut prendre jusqu'à l'âge de 4, 5, 6 ans parfois, avant que finalement on se dise quand même cet enfant a des difficultés qui vont au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Et pour établir le bon diagnostic, alors on a vu qu'il y avait du retard, c'est parce qu'un médecin américain s'est dit il y a des choses qui ne sont pas normales. Il y a toujours, vous êtes en Suisse vous, mais il y a toujours un retard au diagnostic, que ce soit en Suisse, en France. Bon, je crois que Madame a vraiment bien décrit. Hein. Il y a bien sûr une part de chance dans le parcours. On peut rencontrer quelqu'un qui va tout de suite se mobiliser, un pédiatre qui est peut-être plus sensible, qui va se dire non, c'est pas juste, ou j'ai entendu parler de telle situation et qui va réagir, demander un test. Et puis d'autres fois, on voit quand même des jeunes et de leurs familles qui ont été dans une espèce de quête où au fond, bien sûr que les difficultés, le retard intellectuel, des symptômes psychiques ou des problèmes physiques ont été identifiés, mais on n'a jamais réussi à tout mettre sous une même ombrelle et à vraiment donner un sens. Il y a des gens que l'on diagnostique à l'âge de 40 ans. Donc on n'est même plus des enfants là.
Sandrine, est-ce que pour vous, le diagnostic, une fois qu'il a été posé, ça a été plutôt un choc ou plutôt finalement quelque chose qui vous a permis enfin de mettre un nom sur les troubles de votre fille? Les deux. Les deux à la fois? Un choc, hein, c'est quelque chose de terrible à vivre. Même si on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, le jour où, enfin, bon, en plus, forcément, on va regarder, on cherche des informations et donc on voit tout ce qui peut arriver, donc c'est quand même assez angoissant. Normalement, on voit tout ce qui peut arriver de pire, parce que sur Oui, Internet, voilà. on atteint vite le pire. Voilà, donc la recherche sur Internet n'est pas toujours très heureuse. Et puis, c'est vrai qu'en même temps, il y a un soulagement parce qu'on se dit, on sait ce qu'il y a. On sait aussi que c'est pas parce que j'ai mal élevé, parce qu'il y a une différence d'éducation, parce qu'on culpabilise. Transmis quelque chose. Ça, je ne le dis pas tout de suite, immédiatement non plus. Mais comment dire, oui, c'est un soulagement quand même, un soulagement partiel. Une déculpabilisation peut-être. Voilà, par rapport à l'éducation. Après, un soulagement qui ne dure pas très longtemps parce qu'on sait bien que c'est pas fini, que le parcours va se compliquer. Quel soutien pour les parents qui découvrent le handicap intellectuel de leur enfant? Je ne peux vous répondre que le milieu associatif. Pourquoi? Parce qu'on partage vraiment une communauté de destin. Ce que vous dites pour Camille et ce que vous avez vécu pour Camille, on l'a tous vécu, nous les parents. Et la première chose, la première analyse du monde médical, c'est d'abord de se demander si nous les mamans, on savait bien donner le sein, si nous les mamans, on sait bien le caresser, le changer, le stimuler comme il faut, et si quelque part on n'a pas quelque chose dans notre vie qui pourrait faire que on ne porte pas une certaine responsabilité dans les problèmes de développement de l'enfant. Donc ça ne nous met pas forcément très à l'aise au départ, mais on cherche d'abord une cause extérieure plutôt que de regarder ce petit être comme il est. Je voudrais revenir sur le diagnostic. C'est très important. Aujourd'hui, si on prend un sujet pour lequel toutes les personnes n'ont pas de déficience intellectuelle, mais en tout cas des troubles cognitifs majeurs, qu'est l'autisme. En France, on ne sait pas s'il y a 200 000 ou 650 000 personnes autistes. Donc le diagnostic, c'est un élément majeur, parce que le diagnostic derrière, il va permettre de déterminer le bon accompagnement de la personne. Donc il faut à tout prix, moi j'encourage tous les parents, même si cette démarche est très difficile, à faire une recherche diagnostique pour effectivement comprendre, comme vous l'avez fait, mieux accompagner et puis aussi prendre en compte la fratrie, parce qu'effectivement, il faut que les frères et les sœurs puissent être rassurés par rapport à leurs propres enfants plus tard. Justement, on va en parler parce qu'avoir un enfant handicapé, ça implique une réorganisation de la vie familiale, vous l'avez dit, et professionnelle. C'est ce qui s'est passé pour les parents de Joseph qui souffrent du syndrome d'Engelmann, une maladie neurologique. Delphine Renaud et Mathieu Crescio les ont rencontrés. Il a bien mangé? Il a très bien mangé. Assieds-toi. Pas de souci particulier aujourd'hui avec Joseph. Bon, bah c'est parfait. 14h30, comme tous les lundis, Arnaud vient dans ce centre spécialisé chercher son fils Joseph. Ça va être... Joseph, on se dit au revoir? Tu dis au revoir, Joseph? Joseph. Tu dis au revoir. Voilà, au revoir et à demain, Joseph. Ça, tu prends et on y va. Le planning est serré. Dans une demi-heure, débute son cours d'équithérapie. Bonjour. Allez, on va retrouver Poncho. Joseph souffre du syndrome d'Engelmann, une maladie rare neurogénétique. Tu veux me donner le bras? Allez, tu retrouves papa tout à l'heure. À 11 ans, il doit avoir le développement mental, parce que c'est une déficience sévère mentale d'un enfant de 3-4 ans. Passionné par les chevaux, ces séances sont indispensables. Elles l'aident à se développer et mieux appréhender son environnement. Et les résultats sont visibles. Nos petits bonheurs, c'est lorsqu'il comprend de mieux en mieux ce qu'on commence à lui dire, lorsqu'il commence à faire des gestes. Il évolue. Tout ce qui est acquis pour lui. En plus de l'équithérapie, Joseph a des séances d'orthophonie, d'éveil musical et toute une prise en charge spécifique dans un centre spécialisé. Pour gérer au mieux cet emploi du temps très chargé, ses parents ont dû s'adapter. On va faire un bisou à maman. Il faut vivre au jour le jour. Mais on le vit bien. Allez à la boutique. Le handicap de leur fils a eu des répercussions sur leur carrière professionnelle. Arnaud s'est mis à son propre compte. Bonjour Joseph. Ça va? Fais bisous. Tu m'embrasses? C'était bien le poney? C'était génial.
Et Guylaine a décidé d'ouvrir une boutique de fruits et légumes. Un changement assez radical pour cette ancienne directrice de communication. Tu veux peindre? Le handicap de Joseph m'a un peu changé en fait et m'a éloigné un peu des préoccupations de l'événementiel de luxe. Tu fais avec moi? Et puis j'avais envie d'autre chose en fait, qui soit plus vrai. Bravo! Il y a 2 ans, Guylaine décide de sauter le pas et arrête de travailler pour se consacrer à Joseph. J'avais fait beaucoup de progrès à partir du moment où je m'étais arrêtée. Ce qui m'a aussi beaucoup remis en question parce que je me suis dit mince, c'est bien quoi, tant mieux, mais moi j'ai pas envie non plus d'arrêter de travailler. On a bien travaillé, tu vois. Tu viendras me voir après, hein. Tu viendras vendre avec moi les fruits et les légumes. L'équilibre personnel n'était pas évident à trouver et le besoin de travailler tout en restant disponible pour son fils s'est révélé nécessaire. La solution, elle l'a trouvée avec cette boutique qui se trouve à proximité de chez elle et de l'école de Joseph. Joseph est un enfant qui peut avoir des crises d'épilepsie. Bon, là il est bien stabilisé, mais on ne sait jamais, ça peut revenir. Donc c'est vrai que c'est rassurant de ne pas être trop loin. Ah oui, t'es content mon Jojo, hein? Là, c'est la période un peu maman. Oui. 18 h, fermeture de la boutique avant le retour à la maison. On est en prison, Joe. Joseph va y découvrir son programme du soir. On met ensemble les pictogrammes, donc je suis déshabillée, après on va prendre le bain, après on va se remettre en pyjama, et après on va dîner. Hein? Et alors au fur et à mesure où l'action est passée, on enlève le picto, voilà, et on le met dans la petite boîte. Hop, et c'est fini. Là, il a bien compris. Hein? Là, il a bien compris que c'était l'heure du bain. Et comme il adore l'eau, il est très impatient. Entre les rendez-vous médicaux, l'équithérapie, les activités éducatives et l'orthophonie, les journées sont chargées. Et c'est en adaptant leur vie professionnelle au planning de leur fils qu'Arnaud et Guylaine ont réussi à retrouver leur équilibre. Un témoignage de Claudine. La vie s'organise afin d'aider l'enfant handicapé. Certes, il y a des moments difficiles, mais les progrès nous boostent. Et puis on va revenir à la question comment organiser la prise en charge de son enfant. Alors il y a prise en charge, il y a à la fois tous les rendez-vous dont on parlait, et puis aussi la famille. Vous avez dû arrêter de travailler également? Non, vous ne travaillez pas. Voilà, en fait, oui. Par contre, j'ai essayé de chercher du travail, et du coup, ça a été compliqué, quoi. Ouais. Et ça vous semblerait jouable de travailler et vous et des Camille en même temps? Oui, je pense que ça serait possible. Mais bon, disons qu'avec le métier que j'avais, ça aurait été compliqué parce que j'avais un métier très prenant. Mais oui, je pense qu'il y a des tas de parents qui travaillent et qui élèvent leur enfant différent. Hein, je veux dire, enfin, dans le cadre du syndrome de ma fille, c'est tout à fait possible. Pour Joseph, effectivement, c'est très prenant. Enfin, la prise en charge est beaucoup plus lourde. Hein, Professeur Eliès, en Suisse, l'aide autour des parents d'enfants différents est quelque chose de très bien encadré, mieux que chez nous? Bon, je pense qu'on a beaucoup de chance, mais on a beaucoup de chance en Europe en général. Je pense qu'on est quand même issu de 200 ans quand même de sensibilité au handicap. C'est pas partout comme ça dans le monde. Hein. Je crois qu'il faut le dire aussi. Je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Peut-être qu'en Suisse, on a eu une sensibilité particulière. Il n'en reste pas moins que les familles se retrouvent dans les mêmes problématiques. La quête pour le diagnostic, elle existe partout. La nécessité d'organiser un programme, l'engagement notamment des mamans, très souvent dans la densité de cette prise en charge, où on a vu ce planning qui est comme un agenda de ministre. Il n'y avait pas une minute de libre. Ça veut dire qu'il y a quand même une maman qui accompagne ce parcours tout au long. Ça veut dire des déplacements. Et je crois que les mamans qui ont un enfant Angelman en Suisse, elles courent exactement comme cette maman-là. Est-ce que la France... Parce que vous régulièrement tapez du poing sur la table dans notre émission, et vous nous dites non, la France, elle est en retard par rapport à ses voisins. Je suis désolée, j'ai envie de secouer mes deux camarades là, parce que on est en 2015, qu'on n'est pas en 1945. Quoi. La femme n'est pas obligée de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants. Enfin, qui, à part une mère d'enfant handicapé, est obligée de rester à la maison pour s'occuper de son enfant? Enfin, non, mais je dis ça. Je dis que beaucoup, parce que vous l'avez fait, d'autres sont obligés de le faire, et c'est pas une question de sévérité ou pas de sévérité du handicap. C'est une question de savoir si notre société éduque tous les enfants
quelle que soit leur singularité. Et c'est ce dont il s'agit. Et on nous ancre tellement dans le crâne que parce qu'on a un enfant handicapé, eh bien, il faut qu'on s'investisse. D'ailleurs, on nous appelle plus les parents, on nous appelle des aidants. Mais c'est formidable, on rase gratis, dis donc. On est des parents, on veut d'abord être des parents et on veut que nos enfants soient éduqués quelque part. D'abord à l'école, avec forcément les accompagnements nécessaires et des accompagnements rééducatifs, éducatifs et même du soin. Mais c'est avant tout ça, quoi. C'est pas la maman. Mais de ce côté-là, il y a eu pas mal de programmes avec les AVS, les auxiliaires de vie scolaire, tout un tas de choses qui ont été mises en place quand même pour aider, alors qu'il n'y avait pas ça il y a quelques années. Tout à fait. Ça, c'est un vrai progrès. Et le progrès qu'on a réalisé aujourd'hui, et le gouvernement est engagé dans cette démarche avec les associations, c'est d'organiser tout le temps périscolaire, donc après l'école et sur le temps du midi. Une question, mon fils est dans un centre spécialisé, mais tous les soirs, je le stimule. Je me demande si je n'en fais pas trop. Il faut stimuler? Oui, je crois qu'il faut stimuler. Après, c'est vrai aussi qu'il faut être attentif que très souvent, c'est vraiment une prise en charge sur la durée. Et il faut que l'engagement des parents soit aussi soutenable. Soutenable pour eux-mêmes, pour l'enfant, et puis pour tout le système familial, y compris les frères et les sœurs. Donc stimuler, oui, mais stimuler dans quelque chose qui garde l'équilibre de la famille. Mais en tant que professeur de pédopsychiatrie, vous êtes aussi thérapeute familial. Vous recevez les familles quand il y a un diagnostic ou que vous sentez que ça se passe mal? Oui, je reçois les familles. Je crois que c'est absolument essentiel. Non seulement, bien sûr, je reçois les parents, l'enfant qui a les difficultés que j'évalue, mais j'essaye aussi de recevoir les frères et les sœurs. Alors, il y a peut-être des moments où c'est plus important, notamment la fratrie est souvent amenée à se poser des questions de l'entrée dans l'adolescence. C'est vraiment un moment assez crucial. Déjà, tous les parents s'en posent, mais encore plus peut-être quand il y a des problèmes de ce genre. Bien sûr, mais donc là je parle de la fratrie. C'est un moment où vraiment la question du positionnement des uns et des autres, de l'identité des frères et sœurs autour du frère ou de la sœur qui est différent est assez cruciale. Et puis évidemment, à nouveau, au moment où la personne en situation de handicap rentre dans le monde adulte, ça pose aussi toutes sortes de questions par rapport à l'avenir et de la responsabilité que les frères ou les sœurs veulent ou ne veulent pas prendre vis-à-vis d'eux. Sandrine, votre fille a 17 ans, elle est en première, elle suit une scolarité classique. Voilà. Comment se passe son adolescence justement? Ça va mieux, mais disons que ça a été compliqué quand même, très compliqué. C'est-à-dire que vous avez senti qu'il y avait à la fois une addition du handicap et de la crise d'adolescence? Oui, la crise d'adolescence, bien sûr, c'est chez tous les jeunes. Mais bon, dans le cas de ma fille, elle avait des prises en charge qui étaient, en plus de sa scolarité, elle a une scoliose, elle a porté un corset pendant 2 ans et demi. Donc ça, c'est très difficile pour eux à l'école. Elle n'avait pas envie de le montrer. Non, et puis son handicap lui-même rend les relations sociales plus compliquées que chez d'autres enfants. Oui, donc, en plus, ils ont quand même des troubles de cognition sociale. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour eux, la relation sociale. Dans le cas de ma fille, elle est très réservée. Donc aller vers les autres, c'est compliqué. En même temps, elle en a envie. Mais elle souffre sans doute de ne pas en avoir une plus riche, je pense. Et vous parvenez, elle et vous, à vous projeter dans l'avenir? Moi, j'ai beaucoup de mal. Je me fixe des étapes à court terme. Donc là, elle était en première. Là, l'étape, c'est le bac, évidemment. La première se passe assez bien. Et puis ensuite, évidemment, on réfléchit à l'orientation post-bac. Mais c'est vrai que c'est difficile. Je sais que ça sera une étape encore difficile. Mais je ne me projette pas plus loin, non. Merci beaucoup pour votre témoignage, merci pour les réponses aux questions de nos téléspectateurs. Je rappelle votre livre, Stéphane Eliez, « J'élève un enfant pas comme les autres », c'est chez Odile Jacob. Et puis l'UNAPI, bien sûr. Qu'on vous retrouverez sur... On a mis tous les noms des associations sur allodocteur.fr. Y compris celle de la maladie de votre fille, bien sûr. Merci beaucoup. Un petit appel à témoins rapide. Vous souffrez d'allergie alimentaire. Vous avez découvert récemment que vous êtes aussi allergique en cas d'ingestion d'insectes. Oui, vous avez voulu goûter un grillon, une larve grillée. Bien. Mauvaise surprise. Vous avez eu des irritations, des démangeaisons, des difficultés respiratoires. Peut-être qu'il était encore vivant, l'insecte. Rappelez au 01 58 88 85 21 ou sur allodocteur.fr. À demain. À demain.